Certaines personnes affirment posséder des dons spirituels, tels que la prémonition, la communication avec des esprits ou même la guérison. Quoi qu'il en soit, ces dons ne sont pas l'apanage de tous et suscitent beaucoup de controverses. Quand j'étais petite, c'était régulier pour moi et facile de voir les personnes décédées, des personnes que je connaissais quelquefois, puis d'autres dont j'ignorais l'identité. Toute petite, là, elle était toujours retirée, elle s'amusait pas avec les autres enfants, là, tu sais, elle était toujours seule dans son petit coin. Puis là, elle disait, mais maman, il y a un homme qui vient d'arriver à côté de toi. Là, je pensais aux morts, hein, j'avais encore peur dans ce temps-là. Ça me faisait peur. C'est clair que je les voyais et je les entendais. Joanne Lazur vit depuis sa plus tendre enfance avec une sensibilité extrasensorielle qui lui permet entre autres de pressentir la mort des gens, notamment la mort de gens qui lui sont proches, et ceci sans qu'elle ne puisse y changer quelque chose. Quand j'étais petite, c'était régulier dans ma vie de voir des personnes décédées. Des personnes que je connaissais ou des personnes que j'ignorais, mais c'est clair que je les voyais et je les entendais. Je viens d'une famille qui n'est pas très nombreuse, mais dont il y avait plusieurs membres. Puis c'était comme de la tradition d'amener les enfants dans les salons funéraires. Alors j'ai eu la chance, on peut appeler ça comme ça, d'assister à des funérailles de mes arrière-grand-mères et grands-pères. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement je les voyais, j'ai accompagné, mais c'est parce que ce qui arrivait souvent quand j'arrivais dans les salons funéraires, c'est qu'ils n'étaient pas seuls à être morts. Évidemment, ces personnes décédées-là voyaient que je les voyais. Donc, s'approchaient de moi, voulaient établir contact. Finalement, on me sautait littéralement dessus et j'avais vraiment peur. Donc, j'étais prise de panique et c'est arrivé effectivement à plusieurs reprises que je perds tout simplement connaissance, tout simplement moi-même pris en panique par ce genre d'émotions. Mais là, maintenant, ça me fascine. Si je vois dans un salon funéraire, par exemple, c'est arrivé une fois que quand un des grands-pères est décédé, bon, ben, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui pleure ici, tu sais. Mais tu sais, toi, t'entends rien. Là, j'ai commencé à réfléchir, puis peut-être accepter, là, que c'était vrai, qu'est-ce que c'est qui lui arrivait. J'ai longtemps réalisé que j'étais peut-être différente parce que, dans certains cas, j'ai longtemps réalisé que les adultes ne voyaient pas. Comme c'était spontané, c'était finalement tous les jours ou presque où il y avait des personnes décédées qui venaient en contact. C'est vraiment vers l'âge de 7-8 ans où là, j'ai constaté, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui était différent. Les trois principaux dons de l'esprit sont la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience. Joanne Lazur affirme posséder ces dons depuis toujours. En fait, on a tous, tout être humain a la capacité de voyance. On a un instinct qu'on pourrait qualifier d'animal pour recevoir de l'information des autres. Quand on parle de clairvoyance, on parle de quelqu'un qui est capable d'aller chercher une information en dehors des sens communs, en dehors des sens traditionnels, qui va chercher une information sans trop qu'on sache d'où elle provient et comment elle est perçue.
Par exemple, entendre quelque chose. Donc, il y a des gens qui disent entendre. Et à ce moment-là, on parle de clairaudience. Lorsqu'une personne dit qu'elle peut voir des choses, à ce moment-là, on parle de clairvoyance. Lorsqu'une personne dit, par exemple, voir des personnes décédées, à ce moment-là, on parle de médiumnité. Le fait de ressentir les gens, de percevoir des émotions, c'est sûr que quand je l'exprimais à voix haute, les gens regardaient autour de moi, que ce soit des amis ou les membres de ma famille, et c'était littéralement l'expression « Moi, ça se fait que tu sais ça, t'es une vraie sorcière. » Et c'est sûr que ça me dérangeait à chaque fois. Et on a fini par dire « Mais t'es une bonne sorcière. » J'ai longtemps et rapidement appris que c'était mieux de ne pas en parler. Et même à la demande de maman, à un moment donné, où elle m'a demandé, vers l'âge d'environ 10 ans, « Arrête de me parler de ce que tu vois, ça me fait peur. » Joanne, elle était très solitaire, mais elle s'amusait beaucoup. Elle passait des heures dans sa chambre et puis à jouer. J'avais l'impression qu'elle s'ennuyait jamais. Il aurait dû avoir toujours une présence. On trouvait qu'elle était différente, mais quand même, tu sais, elle vivait dans son petit monde à elle, tu sais. Elle avait son copain, puis elle avait toutes ses petites affaires, là, tu sais. C'était imaginaire, là, tu sais, c'est qu'elle avait. Mais c'était... on l'acceptait. Moi, en tout cas, je l'ai toujours accepté. Quand j'étais jeune, mes parents, les deux, travaillaient à l'extérieur. Donc, ça prenait quelqu'un pour me garder, tout simplement. Et c'était ma tante Yvonne, qui a été très, très présente. Et on était seuls toutes les deux à la maison. Et souvent, elle cousait, il y avait des personnes qui venaient chez elle. Donc, j'étais seule dans mes jeux. Et ce que je faisais, c'est que je me ramenais dans le hangar, en arrière de la maison. Et c'est régulier de voir des personnes qui sont décédées. Et il y a des gens qui vont s'approcher, puis qui vont saluer ou qui vont demander une information. Dans la voyance, dans le monde de la voyance, la grosse problématique, c'est les enfants. Des enfants qui voient sont soit rejetés, si personne ne veut les prendre en charge et leur faire comprendre ce qui se passe, ou sont acceptés, mais vont être acceptés par un milieu restreint. La tante Yvonne, elle a compris rapidement que c'était pas une illusion, c'était pas mon imaginaire, c'était réel. Et je me suis jamais sentie jugée de quelque manière que ce soit par ma tante Yvonne. Après avoir refoulé ses dons particuliers pendant plusieurs années, Joanne Lazur accepte finalement d'être confrontée à ses visions. À cette époque-là, dans le hangar, à chaque fois que j'avais un moment de libre, c'est sûr que c'était l'endroit où je me rendais. Je les voyais, je voyais des ombrages, je pouvais même identifier telle personne parce qu'il y en avait que je connaissais, puis d'autres, ils me disaient leur nom. Et au fond, ce que je faisais, c'est que j'expliquais à ces gens-là qu'ils étaient morts. Je leur enseignais un peu comment ça fonctionnait de l'autre côté, comment ils pouvaient être guidés par des personnes qui les connaissaient, qu'ils ont aimé quand ils étaient vivants. Et au fond, ce que je faisais, c'est que je leur apportais ce dont ils avaient besoin pour comprendre ce qui se passait. La majorité des gens qui sont décédés ignorent qu'ils sont décédés. Plusieurs savent même pas, ils continuent tout simplement à vivre dans leur réalité. D'autres vont être choqués. D'autres vont vivre une émotion très forte et vont même pleurer, faire des crises parce que c'est pas juste ce qui leur arrive, en quelque sorte. Et donc, c'est naturel de voir toutes sortes de réactions, autant des humains vivants. Les gens sont pas différents une fois qu'ils sont décédés que lorsqu'ils sont vivants. Lorsqu'on regarde un peu les recherches qui ont pu être faites sur la question des dons, on s'aperçoit que on peut distinguer différentes formes de dons. Par exemple, des gens qui vont avoir simplement un flash, une information qui va venir sous la forme d'un flash. D'autres personnes, ce sera plus un sentiment qui vont les habiter et qu'elles vont traduire donc par une information.
alors que d'autres personnes vont avoir carrément l'impression de vivre l'événement ou l'information qu'elle ressent, et comme si elle faisait partie de l'action, si on veut. Quand elle était jeune, on ne disait pas qu'est-ce qu'elle voyait. Si je retourne en arrière, probablement qu'elle pouvait identifier les gens. Mais moi, je suis une personne que, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai toujours eu peur des morts. Fait que ça, c'est un sujet que j'ai évité. Je n'aurais pas posé la question non plus. C'est sûr que je comprends maintenant avec du recul la réaction de maman. Au fond, elle avait tout simplement peur parce que ça a été transmis. Grand-maman avait peur des morts. Maman a appris à avoir peur des morts. C'était pas normal qu'on les voit, qu'on les entende. Ils sont morts, on les laisse là, ça s'arrête là. À 20 ans, lors d'une séance de méditation avec une amie, Joanne Lazur vit une expérience déterminante qui donnera une puissante impulsion au don qu'elle laissait sommeiller en elle. Au moment de la méditation, quand j'ai entendu, écouter les couleurs des chakras, l'énergie qui circule, évidemment, ça m'a apporté dans un élément de détente. J'étais bien, j'étais très bien. Et à un moment donné, tout d'un coup et soudainement, je suis sortie de mon corps. Je me suis vue au-dessus de mon corps et là, ça a été la panique. Parce que non seulement je savais plus comment rentrer, surtout je savais plus ce qui s'était passé exactement, mais le summum, c'est que j'ai vraiment entendu la présence de 2 personnes. J'ai entendu leur prénom. Il s'agissait de Viviane, d'Édouard. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais possiblement et sûrement en lien avec des morts. J'étais vraiment en panique. Donc, la méditation a été vraiment un déclencheur parce qu'au fond, en un moment, je me suis rappelé ce que j'avais voulu tout simplement oublier tout le temps de l'adolescence. À l'enfance, ça allait, j'ai eu des problèmes, ça m'a fait peur, j'ai voulu bloquer. L'adolescence avait répondu à ça puisque pendant qu'on est dans un changement hormonal, émotivement, le corps respecte ça et on peut tout simplement faire taire. Mais soudainement, je me suis rappelé de tout ce que j'avais voulu oublier. Et ça a été vraiment et définitivement un déclencheur, oui. Suite à cette expérience, les dons de Joanne Lazur prennent une importance particulière dans sa vie. Du jour au lendemain, la médium se découvre de nouveaux pouvoirs plus étonnants encore que ceux qu'elle affirme posséder déjà. Depuis son enfance, Joanne Lazur vit entre 2 univers, celui des vivants et celui des morts. À 20 ans, après avoir décidé de mettre ses dons de côté, la jeune femme vit une expérience qui change le cours de sa vie. C'est qu'à un moment donné, un soir, tante Louisa, qui se trouve être la belle-sœur de ma tante Yvonne, tout à coup m'apparaît dans la chambre à coucher. Tante Louisa apparaît là, et évidemment, je me rends compte qu'elle est décédée. Au même moment, le téléphone sonne, donc j'ai pas eu le temps de lui parler. Le téléphone sonne et c'est sa belle-fille qui m'appelle pour me dire « Écoute, voici, je suis une telle. J'ai ouvert le bottin téléphonique, l'annuaire que ma tante Louisa avait. C'est ton nom qui a émergé, c'est le premier nom que j'ai vu. Je t'appelle pour te dire que ma tante Louisa est décédée. Elle a été frappée par un autobus et elle est morte presque même sur le coup. » J'ai pris le temps d'appeler ma mère pour lui informer de la nouvelle. Et ce qui est arrivé, c'est que ma tante Louisa est restée pendant 3 jours dans la maison, dans mon énergie, parce qu'elle savait pas ce qui se passait. Elle avait peur. Elle savait pas où aller. Elle était encore sur le choc d'avoir été frappée par l'autobus et surtout, elle continuait à avoir mal à la tête parce qu'elle avait été vraiment percutée. En fait, elle avait été frappée, elle est tombée sur la tête et elle comprenait pas que même si elle était décédée, elle continuait à avoir mal à la tête.
C'est sûr qu'en revoyant ma tante Louisa décédée devant moi, qui me demandait de l'aide, c'est là que je me suis rappelé qu'au fond, c'était pas si épeurant que ça. Que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, que non seulement ces gens-là avaient besoin d'être guidés parce que ils savent pas ce qui se passe, puis ils savent pas toujours quoi suivre en quelque part, mais c'est surtout que j'ai senti que c'était ça ma voie. C'est ça que j'avais à faire et que toutes les peurs qui étaient associées à ça devaient tout simplement s'estomper. C'était ça que j'étais venue faire. Marie-Fée Caron comprend mieux que quiconque ce que vit Joanne Lazur. Elle-même possède certains dons spirituels. La médiumnité, pour moi, c'est de recevoir de l'information, non seulement des gens décédés, mais des êtres de lumière aussi, qui vont m'apparaître. Mais de la manière dont ça se passe, je sais pas, je peux être en train de parler au téléphone et je reçois une image, j'entends une voix et il y a une information qui arrive et je suis dirigée comme télépathiquement vers une personne à qui transmettre ce message-là. Les gens décédés utilisent des médiums pour transmettre leur message parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ouverts à la réception de messages. Premièrement, quand les gens décèdent, les personnes qui restent croient fondamentalement que la personne est morte. Donc, il n'y a plus d'énergie et qu'elles sont coupées les unes des autres. Ce n'est pas le cas quand la personne décède, elle quitte son corps et c'est tout simplement, et elle continue à vivre d'une autre façon. En janvier 1996, Joanne Lazur est troublée par une vision. C'est une première pour la médium qui développera par la suite de nouvelles capacités qui changeront complètement sa vie. Un samedi soir, mes parents étaient à la maison, puis maman me demande comme ça de sortir les cartes de tarot et je l'étale sur la table. Puis au moment où maman choisit des cartes, il y a une image très claire qui est arrivée. Et je lui dis comme ça, il y a une vieille dame qui s'apprête à mourir. Et là, ma mère me demande laquelle. Et là, je me tourne vers mon père, qui est derrière moi, puis je lui dis, c'est la maman de papa. Et là, je lui explique que je vois, les yeux ouverts comme ça, c'est très clair, que grand-maman est assise, elle a un malaise, se cogne la tête sur la table et tombe. Et je la vois tomber. Tout ce que je vois après, c'est qu'elle en meurt. Suite à l'événement, donc samedi soir, la vision. Le lundi matin, 8 heures, ma mère m'appelle pour me dire « Tout ce que tu m'as dit samedi soir est en train d'arriver. » Le soir même, vers 11h10, je me suis arrêtée de parler. J'ai gardé l'horloge. Et puis là, les gens m'ont demandé « Ça va? Qu'est-ce qui se passe? » Et j'ai tout simplement dit « Ma grand-mère vient de mourir. » Et c'est ce qui est arrivé. La majorité des gens qui font de la voyance voient l'histoire de la personne qui est devant eux et voient le passé de cette personne-là. Maintenant, faire une prédiction, c'est-à-dire aller dans le futur, ça demande un autre niveau, ça demande un autre type de perception, parce que là, on va aller dans une interprétation d'abord. Les éléments qu'on connaît de cette personne-là, on va essayer de les projeter dans le futur. À l'occasion, Joanne, elle a des prémonitions. Lorsqu'on rencontre des gens, elle va me dire des choses sur eux que je ne connais pas. Et puis que je me dis, j'ignore, tu sais. Mais à un moment donné, là, peut-être un mois après, ce qu'elle m'a dit arrive. Quelques 6 mois après sa première vision prémonitoire, Joanne Lazur pressent à nouveau la mort imminente d'une autre personne. Une personne qui lui est très chère. Je présente les cartes à ma tante Rita et puis au moment où elle se met à les brasser et à les étaler, je les ai pas encore vues. Et là, j'arrête de parler. Puis elle me dit, c'est quoi qui se passe, là? Et je lui dis, c'est correct, regarde, on va arrêter ça là.
On va faire d'autres choses. Puis elle me dit, là, Joanne, écoute-moi bien. Ce que tu vois, je veux que tu me le dises. Je veux que tu me dises tout ce que tu vois. Tout ce que je lui dis, c'est, je vois juste du sang. Tout ce que je vois, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux, c'est une mare de sang que je vois. Mais je sais pas c'est quoi. Et après ça, quand elle a insisté pour voir ce qui se passait, j'ai vu deux choses. J'ai vu encore la mare de sang, et elle était vraiment grande. Puis à côté, je voyais une roue de vélo qui tournait dans le vide. Quand elle a eu ces visions-là, on dirait qu'elle s'empêchait de penser, tu sais. Je sais qu'elle aimait pas ça, tu sais. Parce qu'elle sentait que c'était quelqu'un de proche. Bien, elle était mal à l'aise de me dire ce qu'elle voyait, parce qu'elle voyait du sang, puis une roue. Puis, tu sais, elle savait que moi, que mon mari faisait du bicycle, puis tout ça, tu sais, c'était elle la voyait comme un accident, tu sais, la roue puis le sang. Pressentir la mort d'une personne n'est certainement pas une tâche facile. Surtout lorsque cette personne est très proche. Joanne Lazur doit vivre avec cette terrible révélation sans être certaine que celle-ci ne se réalise vraiment. Joanne Lazur affirme avoir eu des visions prémonitoires. Elle pressent la mort de sa grand-mère paternelle, et voilà maintenant qu'elle pressent la mort d'une autre personne qui lui est très proche. À un moment donné, quand j'ai observé le vélo ou la roue de vélo, elle s'est comme effacée. Et là, il y a vraiment eu que le sang. Et là, les images sont arrivées. C'était foudroyant, ça arrivait soudainement et qu'en fait, je pouvais absolument pas dire à ma marraine que sa fille unique à 33 ans allait mourir dans quelques temps. Dans la vision, c'était clair que c'était Sylvie qui allait quitter. Et pourquoi, je ne sais pas. C'était comme inscrit dans un plan, on n'y pouvait rien, on pouvait accepter. Et j'ai compris avec le temps que j'avais été préparée physiquement, émotionnellement à ce départ-là. On n'aurait jamais pensé que c'était Sylvie qui aurait été victime d'un accident comme ça, tu sais. Tragique. Moi, ma fille, c'était toute l'heure au monde, tu sais, là, c'était... je n'avais juste une, premièrement, puis je vivais juste pour elle, tu sais. On n'était pas juste des cousines, on était des sœurs. La sœur qu'on n'avait pas eue, on la retrouvait chez l'une et chez l'autre. On se parlait tous les jours. On avait vécu des moments difficiles, chacune de notre côté, et on était l'épaule de l'une et de l'autre. On était très, très proches l'une de l'autre. Joanne a eu la troublante prémonition de la mort de Sylvie le 1er juillet. Le 16 juillet, sa cousine décédait dans des circonstances dramatiques. Donc, en revenant de la maison, j'avais passé la soirée à l'extérieur. En arrivant à la maison, vers minuit moins 10, j'étais pas bien. Mais j'étais pas capable de définir c'était quoi l'émotion ou le malaise. Et au moment où je suis arrivée dans mon lit, la sensation est encore plus forte. J'étais pas capable de définir ce que c'était. Et je me suis endormie autour de minuit 10. Je me rappelle pas des détails, mais ce que je sais, c'est que ça a été prouvé que Sylvie était décédée à minuit 10, le 16 juillet. Alors, lorsqu'on regarde un peu la façon dont se manifeste la précognition, la prémonition, il y a différentes façons. La façon la plus commune qui nous est rapportée, ce sont les rêves. Et on a plusieurs exemples de personnes qui ont eu des rêves persistants et qui étaient vraiment lourds à porter et qui fait que ça les a marqués et qui par la suite ont réalisé que l'événement s'est réalisé. C'est vraiment avec le départ de Sylvie que j'ai constaté que ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je savais, sans aucune autre preuve, c'était vrai. Et je me suis dit, si c'est vrai que j'ai vraiment ces dons-là, je les accepte et je me donne le droit de les utiliser et de faire du bien.
C'est vraiment autour de la fin 96 que je me suis mis à sentir une énergie, une sensation bizarre où j'avais jamais lu sur ça, je savais pas ce que c'était, mais ce que je savais, c'est que c'était facile de méditer. Et tout à coup, je savais des choses et j'étais même en mesure de les sortir par la voix. Au fond, c'est le phénomène de canalisation qui a commencé définitivement à la fin de 96. Souvent, la grande question qu'on se pose quand on parle de voyance, c'est est-ce un don? Est-ce que ce don-là, il peut fonctionner à volonté? Au moment où on se parle, on n'a pas d'explication globale. Du côté des sceptiques, on va nous dire on est dans un registre où c'est le hasard. Mais on a toujours des résultats qui sont au-delà du hasard et qui, dans certaines circonstances, sont impressionnants sur, par exemple, la précision qu'on va obtenir, mais on n'est pas capable de les répéter, ce qui fait que, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas isoler de facteurs qui nous permettent de comprendre, sinon des facteurs humains. La voyance est un élément tout à fait normal de la vie, c'est-à-dire tout le monde est voyant à un niveau, naturellement extrêmement variable. Il y a des gens... Tout individu est capable de deviner. N'importe quelle mère qui voit ses enfants faire quelque chose est capable de deviner ce qui s'en vient, jusqu'à un certain degré, bien entendu. C'est une interprétation inconsciente d'éléments que l'autre nous fournit. À partir de ces éléments-là, on peut déduire une réalité. Donc on fait de la voyance tous les jours. Maintenant, quelqu'un qui est véritablement voyant, naturellement, a accès à une information supplémentaire. Bonne nouvelle autour de vous, c'est un changement de situation. Vous avez hésité, vous avez tout un grand changement autour de vous. Recevoir des messages de l'au-delà, ce n'est pas un don. On est tous en mesure d'agir par télépathie. Tout le monde, à un moment donné, a expérimenté le téléphone sonne et on sait qui est au bout de la ligne. On a l'impression que quelqu'un va arriver, quelqu'un arrive. Donc, tout le monde a la capacité de percevoir certaines choses, mais ce n'est pas tout le monde qui a le don, qui est capable d'être médium ou clairvoyant. Tante Yvonne a toujours été pour Joanne Lazur comme une deuxième mère. À l'été 96, la dame est hospitalisée d'urgence. Joanne Lazur pressent la mort imminente de sa tante. Tante Yvonne était très malade, donc elle a été hospitalisée pendant l'été. Et plus ça allait, puis on sentait que son état se dégradait. Et à un moment donné, je suis arrêtée où est-ce qu'elle était hospitalisée. Et quand je suis rentrée dans la chambre, en télépathie, j'ai annoncé que j'arrivais. Et j'ai senti sa fébrilité. Elle cherchait ma main, elle cherchait à me toucher. Il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche. C'était vraiment là, dans un état léthargique. Et c'est tout au niveau du langage de l'âme, donc télépathie, où on a pu communiquer ensemble. Et je lui ai dit, si tu veux, je vais t'aider. Parce que le corridor, qu'on appelle le corridor, c'est un cercle gris qui est assez grand et qu'on voit toujours devant la personne sur le point de décéder. Et c'est souvent l'endroit où la position où la personne qui est mourante ou en phase terminale va regarder ou va fixer. Donc, souvent, ce tunnel est devant la personne et il était très perceptif au moment où je suis allée visiter ma tante Yvonne. Alors, je lui ai dit, si tu veux, je vais t'aider, toujours en télépathie. Alors, j'ai pris sa main et graduellement, je l'amenais à se détendre et elle restait en apnée pour quelques secondes. D'abord, j'ai pas le temps exact. Et au bout de 3 fois, j'ai entendu « Laisse-moi mourir seule ». Et j'ai senti que c'était correct. Alors, je lui ai fait mes adieux, sans savoir si oui ou non j'allais la revoir, mais je sentais à l'intérieur de moi que c'était la dernière fois. Et au moment où j'ai franchi la porte de la chambre, donc j'étais en dessous du portail, à ce moment-là, au moment où je franchissais la porte, j'ai entendu clairement à l'intérieur de moi, j'ai entendu la voix d'un homme qui a dit « Elle vous quittera le jeudi 17 octobre à 8h10. » Et c'est ce qui est arrivé.
Cette voix entendue par Joanne Lazur soulève de nombreuses questions. Est-il possible que le moment de la mort d'une personne soit prédéterminé de façon aussi précise? Joanne Lazur traverse des moments difficiles de sa vie. Elle doit faire le deuil de sa cousine Sylvie, qu'elle a aimée comme une sœur. Elle doit également faire face au décès de sa tante Yvonne, une mort pressentie, mais cette fois à la minute près. Ce qui est assez fascinant quand on a des visions comme ça, quand on sait quelque chose, surtout sur le départ des personnes à venir, c'est qu'on oublie. Il y a une partie de nous qui sait, puis une partie de nous qui ne le sait plus. Donc, j'ai continué à vivre tout à fait normalement. Et à un moment donné, la journée même donc du 17 octobre, et après l'heure du souper, le téléphone a sonné. Et c'est la sœur de ma tante Yvonne, ma tante Emma, qui m'appelait pour me dire que tante Yvonne venait de quitter à 8h10. Le décès de tante Yvonne pousse Joanne à vouloir en savoir davantage sur l'origine de ses dons. Elle entreprend donc un voyage de ressourcement en Inde. J'ai senti qu'à l'intérieur de moi, mon âme criait. Tout le monde me disait « Va pas là, c'est la guerre, ça sent mauvais, c'est sale ». Pour moi, j'étais sûre et je le savais que si je refusais ce voyage-là, c'est sûr que j'allais me rendre malade. Je devais aller là. J'ai compris une fois là-bas en Inde la raison pour laquelle je devais aller là. Parce que dans la vie de tous les jours, comme j'avais commencé à réaccepter d'entendre et de percevoir, je me suis rendu compte que c'était habituel pour moi de voir, d'entendre, de percevoir. Mais une fois rendu là-bas en Inde, l'énergie féminine étant tellement présente, c'est propice au développement des dons naturels. Pour moi, c'est naturel de voir et d'entendre. Les dons étaient plus que décuplés. Je pouvais savoir que telle personne allait être habillée de telle manière, qu'elle allait dire telle chose et qu'elle allait arriver de telle façon. La carte du milieu donne le thème au jeu, c'est le backlash. Donc, c'est un nouveau départ. Par contre, il y a les cadeaux. C'est certain que ça peut être dérangeant, que certaines personnes se sentent tout à fait à part, comme moi, je me suis sentie à part. Mais ce que je me rends compte, au fond, c'est que ça devient naturel, tout simplement naturel. Puis longtemps, j'ai essayé de voir si c'était crédible. Donc, non seulement c'est une forme de crédibilité ou une reconnaissance à ce niveau-là, mais c'est surtout qu'au fond, quand on accepte le tout, tout devient naturel. Donc, si on se rappelle qu'on a 8, on a un 6, 8 et 6, nous avons... La voyance de façon très très large, puis depuis la nuit des temps, vient avec des accessoires. Le tarot, la boule de cristal, etc. Ce sont tout un tas d'éléments que l'on connaît, qui sont rattachés avec le phénomène de la voyance, mais en même temps c'est un peu folklorique. Parce que, a priori, un voyant n'a pas besoin de ces supports-là. C'est certain que les tarots aident beaucoup de gens à interpréter. Puis c'est plus facile aussi parce qu'on peut l'essayer chez soi, puis on y arrive, effectivement. Donc, si on regarde, il y a notre jeune homme. Avant que je rencontre les personnes en consultation privée, quelques heures avant, même quelquefois quelques jours avant, ça dépend. Mais je ressens ce que la personne vit. Je sais ce que la personne vit. Physiquement, je peux savoir quel endroit elle a mal, le genre d'émotion qu'il habite, même qu'à des moments, je suis obligée de m'arrêter parce que, au fond, je deviens en résonance avec la personne. Puis, il y a des gestes ou même des façons d'être qui sont pas du tout à moi. Et c'est là que ça attire mon attention. Donc, c'est à ce moment-là où les heures qui préparent la consultation, dans ma vie quotidienne, je peux être en train de me maquiller et whoop, il y a une personne décédée qui commence à établir le contact préparatoire à la rencontre avec la personne, justement. Alors, une journée, en fait, où je rentrais à la boutique pour la journée de travail, en rentrant, j'ai senti la présence d'un jeune homme. Je le voyais pas, mais je ressentais sa présence. Et là, j'en ai parlé à mon amie associée, Micheline, en lui disant « Oups, il y a quelqu'un ici, qu'est-ce qui se passe? » Justement, je voulais t'en parler. Il y a une personne qui est arrivée
en annonçant qu'une connaissance, une amie en fait de cette personne-là, son fils avait eu un accident. Évidemment, j'avais senti la présence de ce jeune homme-là. J'avais un mal de tête également, donc il semblerait qu'il y avait eu une collision et qu'il y avait un problème à la tête. Et j'ai tout de suite ressenti qu'il se passait quelque chose de grave. On m'a confirmé que le jeune homme était dans une période de coma. Et à partir de ça, j'ai senti qu'il me disait « j'ai pas fait les choix encore, j'attends le déroulement ». Simon, au moment de l'accident, avait 14 ans. Et oui, Simon a été amené directement en salle de trauma. Et Simon est resté dans le coma pendant 2 semaines de temps à l'hôpital Sainte-Justine. Pendant le coma de Simon, moi, je suis pas allée à la boutique. Ça a toujours été via une amie qui était là. Et à chaque fois qu'elle arrivait, Joanne arrivait en avant, elle sentait que mon amie était là. Puis elle disait, j'ai eu un message de Simon aujourd'hui. Simon était présent dans cette boutique-là. Il y avait toujours des messages qui devaient être passés et toujours via mon amie France parce que je n'allais pas à la boutique pendant les 2 semaines de coma à Simon. On était toujours présents à l'hôpital. En fait, ce que Simon m'expliquait, c'était tout simplement qu'il choisissait de partir et que son départ allait tout simplement être fait au moment où la famille était invitée à allumer un lampion en son honneur et qu'au moment où le lampion allait être complètement consumé, la famille allait prendre le choix de débrancher. Lourde responsabilité que celle de Joanne Lazur. Comment expliquer aux parents un message qu'elle est la seule à entendre et à connaître? Quelle crédibilité doit-on donner à ce message? Suite au décès de sa tante Yvonne, Joanne Lazur décide d'accepter ses dons et de les intégrer pleinement dans sa vie au quotidien. Elle établit d'ailleurs de nombreux contacts, entre autres avec Simon, un garçon de 14 ans qui a un message pour sa mère. Pour préparer tranquillement la famille, Simon m'a demandé de prévenir la famille qu'ils étaient invités, à sa demande, d'allumer un lampion. Et au moment où le lampion allait être complètement éteint, la famille allait prendre une décision de complètement débrancher Simon, parce que c'était son désir et c'est ce qui devait être fait. Ce lampion-là, c'était le fameux lampion de la guérison de l'âme. Ce qu'on disait, c'est de mettre une prière en dessous du lampion et de laisser brûler le lampion. Au moment où le lampion s'est éteint, j'ai eu le message de mon ami qui est venu me voir à Sainte-Justine puis qui m'a dit « Brigitte, regarde, Simon est parti. » J'ai senti Simon serein face à son départ parce qu'il avait vécu, il était heureux, il avait une belle enfance. Et ce qu'il disait souvent, il me disait de dire à sa mère, c'est correct, tu as le droit de pleurer, mais c'est correct parce que mon départ peut vous apporter de la tristesse, mais moi je suis serein, j'ai eu une belle vie. C'était pour le mieux, c'est ce qu'on se dit. Et Simon est bien aujourd'hui, mais oui, ça a été le message qu'on a eu au moment que le lampion s'est éteint. Ça a été, OK, il faut l'enlever. Et cette journée-là, ça a été la journée de la fête des mères, parce que Simon est décédé le 11 mai. Et ça a été quelque chose de très, très, très difficile. Très difficile. Oui. Une maman qui perd son enfant, c'est un drame. Et c'est là qu'elle me dit, je veux savoir pourquoi Simon est parti. C'est quoi que j'ai à comprendre? C'est quoi que j'ai à savoir de ça? La première chose qu'elle m'a dit, ça a été ça. Ne t'attends pas à ce que je te dise que Simon est à côté de toi et qu'il a la main sur ton épaule. Elle dit, Simon, il est pas là. Simon, il est parti. Il a son travail à faire. Il va revenir plus tard. Ne t'inquiète pas. Et c'est là que je lui ai dit, son départ va permettre à toute la famille de se regarder. Et puis peut-être à ce moment-là de faire des compréhensions,
de faire des prises de conscience et de changer des choses pour tout simplement s'améliorer. Pendant ce qu'elle me parle, elle regarde toujours à droite. Puis elle me parle, puis elle regarde toujours à droite tout le temps. Puis à un moment donné, elle me dit, Brigitte, elle dit, Simon n'est pas là, mais il y a quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. Puis là, elle me décrit, c'est un grand monsieur, les cheveux gris. Il y a une chose que je peux te dire, ce qu'il fait, c'est qu'il mange des paparmanes. Et ce monsieur-là, c'est le grand-père de Simon. Elle s'est mise à pleurer parce que c'est là qu'elle me dit, au moment où on a accepté de débrancher Simon, on a laissé aller en disant « Grand-papa, viens le chercher ». Et c'était celui qui mangeait les paparmanes. C'est sûr, j'avais mon fils à côté de moi avant, bien vivant. Maintenant, ben, il est là d'une autre façon. Je sais qu'il est avec moi. Puis c'est une ouverture, c'est des canaux, un canal qui s'ouvre vers une autre vie. C'est nous, on est ici sur Terre, mais il y a quelque chose en haut qui nous attend. Oui, c'est la seule consolation un petit peu que je peux avoir dans tout ça, c'est que quand je vais partir, mon fils, il va être là. Lorsqu'on regarde le phénomène de la voyance, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est encore présent aujourd'hui parce qu'il nous fascine. Et pourquoi nous fascine-t-il? C'est depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, on a des traces de la voyance. On pratiquait la voyance en Mésopotamie, donc il y a 5000 ans, où là, on lisait l'avenir dans un foie d'animal, puis dans d'autres civilisations. Donc ça a toujours été présent. Ce désir de vouloir savoir, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on peut accéder à une information? Il n'existe aucune théorie scientifique qui peut expliquer les phénomènes de voyance. Ils sont donc qualifiés de paranormaux. Bien qu'on puisse s'intéresser aux témoignages de gens qui vivent ces phénomènes, il est malheureusement impossible d'aller beaucoup plus loin. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous dise quelque chose. Et en fait, je pense que c'est un besoin ancestral du contact avec les dieux, du contact avec un au-delà, du contact avec quelque chose qui pourrait présider au destin des êtres humains. Joanne Lazur considère que ces dons constituent un héritage familial, transmis de génération en génération. Aujourd'hui, sa fille Caroline comprend et accepte qu'elle a hérité elle aussi de ces dons particuliers et qu'elle devra s'y habituer. Je vis pas ces dons-là comme maman les vit. Moi, dans l'acceptation que j'ai faite, j'ai décidé de les sentir, de sentir certaines choses, mais de pas ressentir d'autres choses. Je veux pas, j'ai toujours vécu avec ma mère, puis elle a toujours eu ces dons-là, puis elle en a toujours parlé, elle s'en a jamais caché. Donc, c'est sûr que moi, je l'ai vu, je l'ai appris, ça fait partie un peu, c'est acquis. Là. Et moi, je crois que Joanne, elle nous montre surtout à vivre notre vie pour être heureux, à prendre des choses du bon côté, tu sais. Avoir confiance en toi, parce qu'on est capable de grandes choses. Ce que je me rends compte avec le recul, c'est que autant j'étais dans un état de dualité, de non-acceptation, que je me battais avec ça, j'ai constaté que les gens autour de moi, ma famille, mon conjoint, mes enfants, étaient également dans ce même genre d'énergie de résistance. Et plus ça va, et plus j'en parle naturellement, en fait, ça fait partie de mon quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que les gens autour de moi sont également plus en paix. Parce qu'au fond, on a tous ces facultés-là. C'est tout simplement que les peurs prennent le dessus. Et quand on accepte qu'au fond, c'est naturel, graduellement, les mystères tombent, puis finalement, ça va finir par devenir une réalité. Et c'est justement le but du fait que j'ai accepté cette invitation pour laisser tomber les barrières, enlever les mystères, puis tout simplement dévoiler une vérité qui n'aurait jamais dû être tassée.